Alors, connectez-vous en celui-ci. Mettez-vous en ligne, en celui-ci, c'est très important. Donc, connectez-vous. Connectez-vous en celui-ci. Mettez-vous en ligne, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. J'espère que tout le monde va très bien. Atia, ici en Europe, aujourd'hui c'est férié. Hein? Voilà, les gens ne vont pas travailler aujourd'hui. Donc nous sommes tous au grand bas à la maison. On est tous au Kali. Comme à Kali Kanga, c'est très important. On est tous au Kali comme à Kali Kanga, c'est très important. Donc partagez le direct. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles, chers parents, chers amis, chers frères. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Ah, votre avocate vous salue. Hein. Vous salue. Salut. T'attends? Ah, bon. Elle veut pas rester. Elle dit laisse-moi tranquille. Carl Patrice, il dit j'aime au guerre. Mais pourquoi tu me dis que j'aime au guerre? Nous sommes là pour relayer les informations qui se passent à travers le monde. Bien, faut pas, je vais parler. Mon frère, il faut te réveiller. Hein? Ah, il faut te réveiller. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est une question de brutalité. Si tu ne te réveilles pas et puis tu te joues les famelettes, tu te joues les gentils du monde, Atia, tu ne vas pas évoluer. Donc il faut te réveiller, prends conscience. Le monde d'aujourd'hui est un monde brut et sauvage. Donc réveille-toi. Réveille ta conscience. Si tu n'as pas compris cela, tu ne vas pas évoluer. Atia, j'en ai fini. Alors, je salue tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, gay, complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou la Moudia. Vous pouvez aussi m'appeler le grand Bozambou. Ah, nous voilà à nouveau devant cette caméra, mes frères et sœurs, pour parler de la situation qui prévaut en ce moment en Ukraine. Avant de commencer, laissez-moi m'hydrater un peu la gorge. L'incontournable. Ah, on est les bonnets, l'incontournable. Alors, ça fait maintenant 3 mois que l'opération militaire russe se déroule sur le territoire ukrainien. Voilà, comme Poutine le prévoit. Donc ça fait 3 mois que la situation militaire sur le terrain en Ukraine se déroule comme prévu. D'autres disent que on dit la deuxième armée du monde, qui est la Russie. Cette armée, ce pays qui a les armes nucléaires, comment se fait-il que ce pays n'arrive-t-il pas à envahir la 22e armée du monde? Je dis bien, des gens se posent des questions. Comment se fait-il que la deuxième armée du monde n'arrive-t-elle pas à occuper tout le territoire ukrainien, dont l'Ukraine est au 22e place en tant que force militaire dans le monde? Ah tiens, il n'y a aucun souci. Même, j'aimerais vous dire, la Russie peut elle toute seule dénazifier par exemple la Corée du Sud. C'est-à-dire mater la Corée du Sud. Et puis il n'y a rien. Et la Russie peut remporter la bataille. La Russie elle seule, s'il n'y a pas une question d'armes nucléaires, la Russie seule peut mater la France. Et puis ça ne va nulle part. La Russie seule peut mater l'Allemagne. Et puis il n'y a rien. La Russie elle seule peut mater l'Angleterre. Si on n'utilise pas les armes nucléaires, elle seule, elle peut mater ces pays-là. Et puis ça ne va nulle part.
Mais pourquoi cette histoire d'Ukraine là, ça met du temps? Pourquoi ça met du temps? Pourquoi on a l'impression que la Russie n'avance pas sur le territoire ukrainien? Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire comprendre que le territoire que la Russie occupe en ce moment sur le territoire ukrainien, ça vaut le territoire d'Angleterre, c'est-à-dire le royaume anglais là. Hein? L'Angleterre. Tout son ensemble, ça fait maintenant la partie que la Russie a occupée en Ukraine. Donc ce n'est pas petit, hein. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas un petit territoire que la Russie occupe en Ukraine. C'est parce que l'Ukraine, ça fait 2 fois la France. C'est un pays qui est très vaste, très grand. Voilà, donc les gens doivent comprendre cela. C'est un pays qui est très grand, ça fait 2 fois la France. Ça fait 2 fois la Côte d'Ivoire et demi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire là. L'Ukraine, ça fait 2 fois la Côte. 322 500 km² ou bien 322 300 km², je ne sais pas la superficie de la Côte d'Ivoire. L'Ukraine fait 2 fois la Côte d'Ivoire et demi. Voilà. Et puis on met encore Guadeloupe. Donc ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays qui fait au moins, qui est peuplé. Que la Côte d'Ivoire, ça fait 45 millions. Voilà. Si on compte aussi les enfants, ça peut aller au-delà de 45. Ça peut valoir même 50 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui est non seulement peuplé, un pays qui est vaste, qui est très grand. Et un pays militairement qui est fort. Parce que n'oublions pas qu'il y a plusieurs pays dans le monde. Et si eux, ils occupent la 22e place au monde sur le plan militaire, avez-vous déjà vu la France attaquer un pays qui occupe 22e place ou bien 20e place sur le plan militaire? La France, elle seule, ça n'existe nulle part. Est-ce que vous avez compris? Mais pourquoi on a l'impression que ça n'avance pas? Le problème, c'est que l'Ukraine a déjà perdu la bataille. Si on laissait l'Ukraine seule, avec la Russie seule, je vous le dis, hein, Ukraine seule, sans aucune intervention extérieure, je dis bien, l'Ukraine toute seule, l'armée ukrainienne, le gouvernement ukrainien seul, avec la Russie seule, il y a longtemps, l'Ukraine serait déjà dans la main de Moscou. Son ensemble allait être dans la main de Moscou. Mais pourquoi, depuis là, toute l'Ukraine n'est pas dans la main de Moscou? C'est parce qu'il y a une ingérence extérieure, une ingérence étrangère. C'est ce qui fait que le pouvoir ukrainien tient toujours. Je vais vous expliquer. Par exemple, la Russie avait déjà neutralisé toutes les armes lourdes ukrainiennes. L'armée ukrainienne a été bombardée dès les 3 premiers jours, détruit toutes les bases militaires ukrainiennes. Donc l'Ukraine avait déjà un problème logistique normalement. Mais l'Occident s'est immiscé dans cette affaire, tout en disant que non, eux, ils ne sont pas partie prenante dans cette guerre. Mais en réalité, l'Occident est immiscé, est ancré dans cette guerre jusqu'au cou. Donc si l'Ukraine, on dit l'Ukraine résiste toujours, ce sont les mercenaires. N'oublions pas qu'en Occident, en Amérique, ils ont lancé même un mouvement international de mercenaires. Et ces gens-là, il y a eu au moins 100 combien de milliers de personnes qui ont répondu présentes, qui sont partis en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est 130 000 hommes mercenaires qui ont accepté le deal. Donc on leur donne l'argent, ils s'en vont. Donc 130 000 individus. Ça, c'est le mouvement international. Mais en dehors de ça, il y a les forces de l'OTAN qui sont sur le terrain ukrainien, qui portent des tenues militaires ukrainiennes pour ne pas que la Russie les identifie comme les forces occidentales de l'OTAN qui font la guerre contre la Russie. Il faudrait que ça soit clair. Et il y a des généraux. Viens, viens. Attends. Il y a des généraux de l'armée américaine qui sont sur le terrain. Et il y a des milliards de dollars, d'euros qui pleuvent sur l'Ukraine pour aider l'Ukraine financièrement, militairement, sur tous les plans.
que ce soit dans le domaine du renseignement et tout. Donc l'Occident est engagé à 100% dans cette histoire. Et même publiquement, il revendique que non, il faudrait que la Russie perde cette opération militaire sur le terrain ukrainien. Il faut battre la Russie. Les Occidentaux le disent, ils revendiquent cela. Que non, il faut battre la Russie. Et même le chancelier allemand, Olaf Scholz, il a dit la Russie ne va pas remporter la victoire sur le territoire ukrainien. Mais il faudrait que l'Occident gagne, car c'est un affrontement entre le bien et le mal. Ce qui veut dire, dans ça là, les gens ils voient ça entre Ukraine et Russie. Même si tu es fou, comment tu sais que les Ukrainiens ne peuvent pas faire front contre la Russie. Ils ne peuvent pas résister face à l'armée russe. Il faudrait que ça soit clair. Ça, c'est une chose. Même les Occidentaux, ils savent que les Ukrainiens là ne peuvent pas faire face à l'armée russe. Mais quand ils disent non, les Ukrainiens prennent, c'est du n'importe quoi. C'est le fait, ils renversent l'histoire. Et eux-mêmes, ils sont conscients que ceux qui sont sur le terrain là, ce ne sont pas des soldats professionnels ukrainiens qui sont sur le terrain. Ce sont des mercenaires, les militaires étrangers qui sont sur le terrain, qui sont au premier front. Et la logistique que l'Occident, c'est-à-dire cette force de l'OTAN, donne, c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Et puis, ça fait la guerre. Mais malgré cela, la Russie avance. C'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Ils critiquent l'armée russe. C'est une armée décadente. C'est une armée qui n'est pas à la hauteur. C'est une armée qui manque de technologie. Oh, la Russie n'a plus de missiles. La Russie n'a plus de chars. Ils ont lancé 2000 missiles. Donc ça manque. Je tiens à vous dire, le Hezbollah libanais, là, le Hezbollah là, dispose de 6000 missiles. Donc, si le Hezbollah libanais dispose de 6000 missiles, c'est la Russie, après avoir lagué 2000 missiles, va avoir manque de missiles. Comment les gens ils peuvent mentir à l'opinion publique et internationale? Je n'arrive pas à comprendre. C'est le Hezbollah libanais dispose lui seul de 6000 missiles. Mais la Russie qui a eu une puissance militaire, deuxième puissance mondiale, si peut-être même la première puissance militaire, après avoir fini de laguer 2000 missiles, on dit non, la Russie manque de missiles maintenant. Parce qu'il y aurait des sanctions contre la Russie. Mais est-ce que c'est aujourd'hui la Russie existe? La Russie existe depuis des milliers d'années. Et donc il fallait que cette opération spéciale se déclenche pour que la Russie puisse fabriquer des missiles. Non, la Russie fabriquait déjà des missiles avant même de déclencher l'opération militaire qui est en cours. Donc la Russie a des milliers de missiles dans ses réserves. Pas, je tiens à vous le dire, les missiles dont dispose l'armée russe, vous allez réunir toute l'Europe. L'Europe n'a pas ça. Est-ce que vous comprenez même? Toute l'Europe réunie ne dispose pas de tel nombre de missiles. Voilà. D'ailleurs, les Européens ils commencent à se plaindre que non, leurs réserves sont déjà vides. Leurs réserves de missiles sont déjà vides. Le fait d'avoir donné des armes à l'Ukraine, à un moment donné, il manque maintenant d'armes. Mais pourtant, la Russie ne manque pas d'armes. Les Américains, ils ont été obligés de faire des réunions pour dire non, leur réserve est en train de se vider. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer ça? Mais la Russie n'a jamais fait de réunion pour dire non, on manque de missiles, ceci. Ce qui veut dire ils ont assez de missiles. La première force terrestre du monde, c'est la Russie. Tu ne peux pas disposer d'un nombre grandiose de chars et ne pas avoir de trucs de missiles. Parce que la force de frappe russe se trouve dans l'artillerie. Le premier pays au monde qui dispose de lance-missiles multiples au monde, c'est la Russie. Et il y a le système Grad, il y a Smesh, il y a Ouragan, et tout ça, il y a Orgol de Staline. Ils ont toute une gamme de plusieurs lance-missiles, lance-roquettes plutôt, toute une gamme de plusieurs lance-roquettes multiples. Or, les Occidentaux n'ont pas ça.
Ils n'ont pas ça. La France même n'a pas de truc lance-missiles multiples. Le truc seulement dont ils disposent, c'est le canon César. Le canon César. C'est un obusier en fait. C'est un camion sur lequel ils ont mis... ils ont mis un obusier. Et puis c'est fini. C'est ça qui lance les obus. Et la distance de leur truc, ça fait 40 km. 40 à 45 km, c'est tout. Mais le système de lance-missiles multiples, qu'on appelle le SMECH, ou Grad, ou Ouragan, il y a truc 2, il y a 3. Donc, il y a plusieurs gammes. Donc, je vous parle de SMECH. Non seulement lui, il fait une distance de 60 km. Donc, si vous regardez les Occidentaux, on dit non, la Russie n'a pas de trucs, comment on appelle ça même, d'obus qui va aller au-delà de 40 km. Et qu'avec le système César, les Ukrainiens peuvent frapper les positions russes sans que les Russes ne puissent riposter. Mais c'est du n'importe quoi. Les systèmes lance multiples russes, SMECH, non seulement ça fait 60 km de frappe. Donc même qu'ils aient le César, qui lui il fait 40 km, les Russes peuvent bombarder la position où leurs armes, leurs obusiers, César sont positionnés, frapper ça sans que les Ukrainiens ne puissent riposter pour atteindre les positions russes. Il faudrait que ça soit clair. Mais ces Césars-là sont en action vers l'Est. Mais pourquoi les Russes avancent? Et aujourd'hui, j'ai regardé à la télé, on dit non, les Césars, ce n'est pas leur domaine, parce que ça ne peut plus rien faire. Les Russes sont déjà proches, ils ont encerclé les régions. Ça ne peut plus rien faire. Il faut des lances multiples, il faut des lances missiles multiples pour faire reculer les Russes. Parce que les armes César, c'est quand vous êtes à des milliers de kilomètres. Mais les Russes, avant de s'approcher de ces régions-là, de ces villes qu'ils ont commencé à pénétrer, ils ont commencé à encercler, ils étaient loin, non? Pourquoi leurs canons César n'ont pas fait reculer les Russes? C'était là pourquoi ils n'ont pas fait reculer les Russes. C'est tout simplement parce que la force de frappe russe ne permettait pas aux Ukrainiens de riposter. Parce que quand la Russie a vu, parce qu'au début les Russes pensaient que c'était une petite opération spéciale. Mais dès lors qu'ils sont partis, ils ont vu que, parce que les Russes étaient convaincus que les Ukrainiens ne disposaient pas de ces genres de moyens. C'est-à-dire détecter les trucs, les convois russes pour taper dessus, le système de brouillage électronique, intercepter les trucs, les informations, écoutes téléphoniques et tout ça, pour détecter et brouiller les informations sur le terrain pour perturber la communication des militaires sur le terrain. Les Russes savaient que les Ukrainiens, ils avaient ça, mais eux, ils se sont dit qu'ils allaient neutraliser ça dès les premières heures. Mais ils n'avaient pas imaginé l'aide occidentale, c'est-à-dire l'aide que l'Occident allait apporter à l'Ukraine. Donc, dès les premières heures, dès les premiers jours, dès les premiers mois, l'Occident a investi, c'est-à-dire toute la technologie occidentale s'est retrouvée sur le terrain ukrainien. C'est ce qui a fait que la Russie a perdu assez de chars. Ils ont mené des systèmes anti-chars. Si c'était l'Ukraine seule, l'Ukraine n'avait pas tout ça là. Donc ils ont envoyé tout ça. Ils ont multiplié les drones. Des milliers de drones sur le terrain. Or, la Russie pensait que dès le début, elle avait déjà neutralisé les forces aériennes ukrainiennes. Donc, les Russes se disaient que les Ukrainiens étaient incapables de frapper leurs chars de guerre sur le terrain. Mais ce que les Russes ont ignoré, c'est que les Occidentaux ont envoyé des milliers de drones. C'est-à-dire la Turquie a envoyé des milliers de drones, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Donc, le ciel ukrainien était rempli de drones. Or, les systèmes de défense aérienne, ce n'est pas n'importe quel système qui peut abattre les drones. Oui, les drones, il y a des systèmes spécifiques pour les abattre. On ne peut pas utiliser un S-400 pour abattre un drone. Non. Et puis les S-400, Russes n'étaient pas sur le champ de bataille ukrainien. Eux, ils étaient positionnés sur le territoire russe. Donc, ils n'étaient pas sur le champ de bataille. Parce que où l'armée avance,
c'est impossible d'envoyer des missiles de défense S-400, S-300, S-500, non. Il faut envoyer des missiles anti-aériens mobiles, c'est-à-dire qui se déplacent en même temps, qui peuvent, comme on appelle ça même, bon, les Russes ont ces genres de trucs, de systèmes anti-aériens, c'est-à-dire ça se déplace, mais en même temps, ça peut abattre les objets volants dans le ciel. Donc, au début, ils n'ont pas envoyé ça. Donc, les Ukrainiens ont détruit beaucoup de chars, avec l'aide occidentale et tout, vers au niveau de Kiev et tout. Et comme les Russes étaient convaincus que Kiev ne pouvait pas résister, alors ils ont attaqué sur tous les fronts, du sud, l'est jusqu'au nord de l'Ukraine. Donc il faut avoir une capacité de frappe pour attaquer un pays en même temps. C'est-à-dire, vous voyez la Côte d'Ivoire, non? C'est comme si des gens, ils viennent, ils attaquent vers Abidjan, ils attaquent au Korogo, ils attaquent au Bouaké, et puis ils font le tour, et puis ils laissent une toute petite partie. Et partout ils ont attaqué, c'est-à-dire, il y a tout un front en même temps, dans plusieurs villes, au même moment. C'est pas facile, c'est-à-dire, si tu n'as pas une capacité de frappe, tu ne peux pas attaquer sur plusieurs fronts en même temps et gagner du terrain sur le champ. Donc, quand ils ont essayé ça, les Occidentaux se sont immiscés massivement. Donc, les Russes ont compris que si leurs forces étaient dispersées de la sorte, ce n'était pas bien. Et le problème, pourquoi les Russes se sont retirés aussi au nord de l'Ukraine, vers Kiev, c'est-à-dire l'approvisionnement des Russes. Il y a des Biélorusses qui combattent aux côtés des trucs de Kiev, des Ukrainiens. Parmi eux, il y avait des infiltrés au sein de la Biélorussie qui détruisaient les chemins de fer pour empêcher la Russie d'envoyer des renforts à leur armée. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les renforts étaient perturbés. Et donc, la Russie a compris que si elle ne retirait pas ses forces au niveau de Kiev et tout, ça allait mettre en danger le reste des militaires qui étaient là-bas. Puisque le renfort qui quittait au niveau de la Biélorussie avait des problèmes, les gens ils saccageaient les lignes, les trains, les lignes ferroviaires et tout. Donc du coup, ça créait des problèmes parce que le renfort venait par train. Par train et tout. Parce qu'en voiture, sur les voies, ils peuvent les tendre en des embuscades. Mais par voie ferrée, là c'est bien. Mais les gens, ils détruisaient les voies ferrées. Et du coup, les trains n'arrivaient pas à destination. C'était bloqué. Il y a coupure de courant. Les trains ne pouvaient pas partir. Les rails étaient démontés et tout. Donc, du coup, la Russie avait du mal à alimenter le front du Nord. Voilà pourquoi les Occidentaux ont dit non, il manque de trucs, comment on appelle ça? C'est-à-dire, ils n'ont pas de carburant, ceci, cela. C'est du mensonge. Ils avaient tout ça. Mais c'est parce que, au niveau de la Biélorussie, les gens saccageaient les lignes ferroviaires pour empêcher la Russie d'alimenter ses troupes. C'est-à-dire que ce soit en alimentation, que ce soit en carburant et tout. Donc, ça mettait en mal les troupes russes. Donc, ils ont compris que non, passer par la Biélorussie pour attaquer, ce n'était pas propice, puisque au sein de la Biélorussie, il y avait des vendus qui coopéraient avec les Occidentaux et Kiev pour saccager le passage des convois russes. Et donc, la Russie s'est dit, bon, si c'est le cas, je vais me retirer de Kiev. Je vais me retirer des environs de Kiev pour venir conquérir l'Est et le Sud d'abord. Mais d'abord, le Sud, la Russie a décidé de fixer les lignes. Elle n'avance pas, elle ne lance pas d'offensive au niveau du Sud. Et elle a décidé de lancer les offensives au niveau de l'Est pour libérer l'Est. Quand l'Est sera libéré, vous verrez. Ceux qui disent Kiev est sauvé, rien n'est sauvé. Rien n'est sauvé. La Russie va vouloir prendre Kharkiv. Cette ville ukrainienne qui est grande, qui est très industrialisée, qui n'est pas loin des frontières russes, les Russes vont prendre Kharkiv. Ça, c'est une stratégie. Quand ils se sont retirés, oh, les Ukrainiens ont gagné. C'est du n'importe quoi. Les Russes vont aller conquérir ces villes. Ils vont faire tomber le gouvernement ukrainien. C'est moi qui vous le dis. Poutine ne va pas s'arrêter parce qu'il sait que s'il s'arrête, le reste de l'Ukraine sera militarisé par les Occidentaux et le reste de l'Ukraine va détester la Russie. Et ce n'est pas favorable pour la Russie. Et cette partie de l'Ukraine
va devenir un ennemi numéro 1 de la Russie. Et donc les Occidentaux vont les utiliser pour narguer les Russes. Et donc Poutine il comprend bien que non, c'est inadmissible de laisser le pouvoir de Kiev. C'est inadmissible de ne pas prendre assez de villes et se contenter des villes de l'Est de l'Ukraine. Non. Donc Poutine ira jusqu'au sud, même à Odessa. Il va prendre les ports d'Odessa. Il va réunifier la Transnistrie avec le reste des parties ukrainiennes que les Russes ont envahies. Ils vont prendre ces parties-là et ça va pousser les Occidentaux tôt ou tard à négocier. Ça va les pousser à négocier. Et donc, une petite partie de l'Ukraine qui va rester, les Occidentaux seront obligés de coopérer. Parce que les Occidentaux, qu'est-ce qui se passe? L'acier pour fabriquer les avions, les véhicules et tout ça. Ils produisent des véhicules, oh, on a la technologie et tout. Mais ils payent. Ils partaient prendre ces aciers en Ukraine, dans les usines ukrainiennes, à bon prix, à prix bas. C'est comme si les Ukrainiens leur donnaient ça gratuitement en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si les Ukrainiens leur donnaient ces aciers gratuitement. Et eux, ils prenaient ça pour aller fabriquer des avions, des véhicules. Ils fabriquaient tout ce qu'ils voulaient pour revendre ça au monde entier. Et puis, ils gagnaient assez de bénéfices. Donc, si les Russes occupent ces territoires, ces grandes usines, les Européens seront obligés de revoir leur copie. Ils vont dire, ah, c'est là-bas, on paye nos aciers, on paye nos céréales là-bas. Mais la Russie va mettre la main sur les céréales aux Ukrainiens, va mettre la main sur les usines de production. Donc, les Européens, ils vont dire, mais on va manger comment? Puisqu'on partait prendre le blé à gogo, le maïs, comme bon nous semblait en Ukraine, on payait ça à prix bas, on nourrissait le reste de l'Europe. Maintenant, ce sont les Russes qui contrôlent là-bas. Ah, les aciers et tout. Mais on va faire comment pour avoir ça à bas prix? Ce sont les Russes qui contrôlent là-bas. Donc, on ne peut pas mourir à cause de cette petite de l'Ukraine qui reste, qui n'est plus industrialisée. Non, on préfère négocier les Russes. Déjà, ça commence. Cette histoire de céréales. On dit non, les Russes n'ont qu'à libérer la voie de la mer Noire. Je viens. Ils n'ont qu'à libérer la voie de la mer Noire pour qu'ils puissent transporter les céréales, c'est-à-dire tout ce qui est blé, maïs et consorts, parce qu'il y a eu une crise alimentaire de grande envergure qui va voir le jour dans les 3 semaines à venir. Donc du coup, eux-mêmes, ils sentent déjà le danger. Donc imaginons que la Russie contrôle une très grande partie des terres fertiles ukrainiennes. Vous pensez que les Européens encore, ils vont aller soutenir les Ukrainiens? Mais non. Eux, ils vont aller là où leur nourriture se trouve. Parce qu'ils ne vont pas aussi se priver de trucs de nourriture. Ils ne vont pas se priver de nourriture. Parce que quand la Russie va contrôler ces parties-là, ils seront obligés de traiter la Russie pour avoir quand même à manger. C'est une question de mort ou de vie. C'est une question de mort ou de vie. Donc, en ce moment, quand vous voyez la position européenne, les Européens commencent à se ramollir, à s'adoucir. Ils commencent à faire des propositions. D'ailleurs, le Premier ministre italien, il dit non, l'Ukraine n'a qu'à céder des territoires aux Russes pour mettre fin à cette guerre, pour que voilà, tout puisse devenir normal. Eux, ils vont acheter leurs céréales. C'est-à-dire, tout devient cher. Et à un moment donné, ils n'en peuvent plus. L'Ukraine n'a qu'à céder une partie de l'Ukraine, faire ce que Poutine demande au gouvernement ukrainien. L'Ukraine n'a qu'à devenir un pays neutre qui ne va jamais adhérer au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, voilà, qui ne va plus accueillir de bases militaires étrangères sur son sol, et que voilà, un traité de paix va être signé. Le marché d'avant va redevenir de façon normale pour que tout puisse bien fonctionner. Zelensky dit qu'il ne veut pas. Les Européens, ils voient qu'il y a une crise alimentaire qui vient et que s'il n'y a pas de paix, l'alimentation en Europe va devenir difficile. Il y a de l'huile qui manque, il y a le blé, tout ça là. À un moment donné, ils comprennent qu'ils sont là armés l'Ukraine, mais en armant l'Ukraine là, ça prend du temps.
C'est-à-dire la dénazification de l'Ukraine met du temps. Quel que soit le temps que ça mettra, la Russie va réussir sa mission. Mais en même temps que ça prend du temps à démilitariser ce pays, au même moment, la faim frappe à la porte des pays de l'Union européenne. Donc, du coup, ils sont dans un dilemme, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'il faut aider l'Ukraine jusqu'au boutisme, ou est-ce qu'il faut mettre la pression sur Kiev? Même Kissinger, c'est-à-dire l'ancien conseiller de l'État américain, ou bien, je ne sais pas, l'ancien, voilà, je ne sais pas si des diplômes, voilà. Je ne sais pas si c'est Premier ministre, eux ils disent pas un truc, un Premier ministre aux États-Unis, ils disent quoi même. Voilà, Kissinger, vous le connaissez. C'est le grand géostratège et le grand géopolitique des États-Unis. Hier, à Davos, c'est-à-dire en Suisse, c'est parce que Davos, on se situe en Suisse, c'est dans une ville en Suisse, il a dit là-bas que non, l'Ukraine n'a qu'à céder une partie de l'Ukraine à la Russie. Les Américains eux-mêmes, là, ils comprennent que c'est déjà une cause perdue. Et il a dit, les parties que la Russie occupe là, personne ne peut encore arracher ça à la Russie. C'est impossible. Soit pour arracher ça à la Russie, alors l'OTAN déclare une guerre ouverte à la Russie, et ça se transforme en une guerre mondiale, et le monde est détruit. Ou soit l'Ukraine cède ces parties-là à la Russie. Donc il y a deux cas. Soit une guerre totale généralisée, où les missiles nucléaires vont pleuvoir partout, et on ne sait pas qui va sortir perdant, qui va sortir gagnant. Ou soit l'Ukraine accepte les réalités du terrain. Zelensky dit non, lui il ne veut pas. Bon, tu ne veux pas. En même temps, tu critiques les pays de l'OTAN, que non, l'OTAN ne fait rien, l'OTAN t'abandonne, mais tu es un menteur. C'est-à-dire, voici des gens qui mentent pour faire comprendre que non, ce qui se passe en Ukraine, l'OTAN n'y était pas impliqué. Mais non, c'est parce que la Russie est en train de battre les forces de l'OTAN sur le terrain. Donc, Zelensky tient maintenant un autre discours pour dédouaner l'OTAN, pour faire semblant que non, les Européens n'étaient pas initiés là-dedans, et que voilà, c'était les Ukrainiens seuls contre la Russie, c'est du n'importe quoi. Mais qui a déjà reçu un soutien, un pays qui a reçu un soutien militaire d'une telle grande envergure, à part l'Ukraine? Parce que les pays que les Occidentaux attaquent ne recevaient pas de telle aide militaire. Voilà pourquoi les Occidentaux gagnaient. Mais malgré cela, ils ne partaient pas 1-1. Ils partaient toujours coalisés. Ils partaient toujours en coalition. Est-ce que la Libye avait reçu une aide militaire? La Libye était seule face à une coalition de l'OTAN. Hein? La Libye était seule face à une coalition de l'OTAN. L'Irak était seul face à une coalition de l'OTAN. C'est-à-dire les Américains, ils n'étaient pas seuls. Il y avait les Britanniques. Il y avait aussi les Ukrainiens. En Irak, des gens ne savent pas, il y avait des Ukrainiens. Et puis il y avait d'autres pays caniches qui avaient accompagné les Britanniques. Il y avait aussi des Israéliens qui étaient impliqués dans cette histoire de l'Irak. Israël était impliqué, aidait aussi l'Amérique face à Saddam Hussein. Mais qui avait aidé les Irakiens? Personne. Mais malgré cela, ils ont eu besoin de trucs d'une coalition. Mais face à la Russie, qui mène une opération spéciale en Ukraine, l'Ukraine reçoit une aide militaire que même les pays africains ne disposent pas. L'Amérique seule a donné 40 milliards. Mais quel pays africain qui investit dans sa défense une somme de 40 milliards? Associez les pays africains, faites l'addition de leurs dépenses militaires. Si ça vaut même 40 milliards, ça ne vaut même pas 40 milliards. Mais en dehors même des 40 milliards que les Américains ont donné, les Européens aussi ont donné des milliards d'euros. Donc si on associe, ça veut dire l'aide militaire qu'ils ont apportée aux Ukrainiens là. On associe tous les pays africains, ça ne vaut même pas. L'argent que les pays africains investissent dans leur défense là, ça ne vaut pas l'argent que les Occidentaux ont misé dans cette histoire de défense de l'Ukraine. En moins seulement de 3 mois. Donc c'est un grand budget. Est-ce que vous comprenez? Ça vaut le budget
de défense militaire française. La défense française misait combien? 45 milliards. L'Ukraine, en moins de 3 mois, a eu plus que 45 milliards d'armes, d'armement. Est-ce que vous comprenez même? Sans compter même l'aide militaire que la Turquie apporte, les Japonais apportent. Donc les Ukrainiens ont eu besoin, ils ont eu cette aide en matière d'argent, d'êtres humains et tout. Ils ont aussi eu besoin des trucs des êtres humains. Même ils s'en vont même prendre des Arabes au Moyen-Orient pour les envoyer là-bas pour combattre. C'est-à-dire les ennemis de Bachar al-Assad, les Syriens qui s'opposent à Bachar al-Assad. Voilà, les Américains les recrutent pour aller en Ukraine pour combattre. Ils leur donnent des dollars, ils disent allez-y combattre. Donc voilà un peu. Mais malgré cela, la Russie avance. Donc à partir de cet instant, des gens devraient comprendre que la Russie est une puissance militaire à part entière. Dans ce monde-là, je n'ai jamais vu un pays qui est seul face à une coalition de 40 pays. Oui, 40 pays coalisés qui font front, qui affrontent la Russie sur le théâtre ukrainien. Mais malgré leur coalition, ils ne tiennent pas. La Russie avance et eux, ils reculent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de la propagande. La Russie n'a plus de munitions, n'a plus de temps, n'a plus d'armes. Mais chaque jour, l'intensité des frappes russes augmente. Mais pour frapper, pour augmenter l'intensité, il faut avoir besoin de munitions. Si tu n'as pas de munitions, on dit que tu n'as plus de munitions. Pourquoi tu augmentes ton truc, l'intensité? L'intensité des frappes sur le terrain, mais c'est avec des munitions. On n'intensifie pas des frappes à travers des gravats ou des trucs comme du sable. Donc tout ce qu'ils avaient dit, que l'armée russe, les soldats russes non plus, ils sont démoralisés, ils n'ont plus le moral tranquille, ils désertent, ils fuient, ils ne savent plus quoi faire. C'était du pipeau, du n'importe quoi. C'est-à-dire c'était pour berner les gens qui ne savent pas qui est la Russie. La Russie n'a jamais perdu face à une attaque occidentale. Je dis bien une attaque occidentale. Voilà. Allez-y vous renseigner dans l'histoire de l'humanité. L'Occident n'a jamais attaqué la Russie et est sorti victorieuse. Truc victorieux. Toutes les attaques occidentales, la Russie a réussi à les mater. Et la Russie a toujours eu la victoire sur les Occidentaux. Renseignez-vous. Que ce soit la Turquie, l'Empire. La Turquie était un empire auparavant. La Crimée appartenait à la Turquie. L'empire quoi là, ottoman. On appelait ça l'empire ottoman. La Crimée et tout ça là, appartenait à la Turquie. Mais avant ça même, ça appartenait aux Grecs. Ça appartenait aux Grecs. Et après, ça appartenait à la Turquie. Il y a eu un affrontement entre la Russie et l'Empire ottoman. Mais la Russie a maté l'Empire ottoman. Ah oui, allez-y, demandez. Ils ont maté les Turcs. Ils leur ont arraché la Crimée et une très grande partie qui compose l'Ukraine aujourd'hui. Et ceux qui habitaient là-bas, on les appelait les Tatars. Tatars de Crimée. Ceux-là, ce sont des gens qui viennent, qui ont leur origine. Leurs origines, c'est la Turquie. Donc ce sont des Turcs d'origine. Donc la Russie les a matés pour les chasser là-bas. Pour avoir contrôle sur la mer Noire. Et quand la Russie matait l'Empire ottoman, la Russie voulait aller jusqu'à un truc, comment on appelle ça, à Istanbul. Il y a eu un traité de paix immédiatement. L'Empire ottoman a signé un traité de paix pour éviter que Istanbul tombe dans la main des tsars russes. Et c'est ainsi qu'un traité de paix a été signé. Et la Russie et la Turquie ont signé pour dire dans la mer Noire, les bateaux qui doivent venir, ça doit traverser le détroit de Kuala avant d'arriver dans la mer Noire. Mais ces bateaux doivent au maximum faire 15 jours dans la mer Noire et se retourner, c'est-à-dire les bateaux étrangers. Les uniques bateaux qui ont droit à cet accès-là, ce sont les bateaux des pays riverains, c'est-à-dire la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, la Turquie.
en dehors de ces pays riverains, tout bateau qui veut rentrer dans la mer Noire, il faudrait que ces bateaux-là demandent l'accord à la Turquie. Et ces bateaux n'ont pas le droit de faire plus de 15 jours dans la mer Noire. Donc voilà un peu. Mais Napoléon a tenté d'envahir. Mais la Russie a maté Napoléon. Napoléon était un dirigeant français. Mais Hitler aussi a tenté d'envahir. La Russie l'a maté comme bon laisse. Bon, est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui venaient de l'Occident, qui ont tenté d'envahir la Russie, ont regretté. Ça a pris du temps, mais la Russie a fini toujours par gagner. La Russie n'est pas cette force militaire qui s'exhibe à travers le monde, qui veut coloniser le monde, qui veut donner des leçons de morale au monde entier. La Russie est une puissance militaire qui est tranquille, qui est dormante. Mais il ne faut pas provoquer les Russes. Il ne faut pas provoquer l'ours russe. Parce que si tu provoques l'ours russe et qu'il sort de sa tanière, quand il engage le bras de fer, pour le calmer, c'est difficile. Ah oui, 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 pour le calmer, c'est très difficile. Pour négocier avec lui, c'est très difficile. Voilà pourquoi les Russes, ils ne font pas truc. Parce que quand ils commencent à s'engager pour négocier avec eux et dire non traité de paix, ils n'acceptent pas. Hein. Ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. C'est ça le problème. C'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont un orgueil pas possible. Ils ont titillé la Russie jusqu'à maintenant. La Russie a dit, bon, je passe à l'offensive. Ils cherchent maintenant négociation. Poutine dit, le ministre de la Défense, il dit, la Russie ne va pas interrompre les opérations spéciales sur le territoire. Et que la Russie va atteindre ses objectifs. Quelle que soit l'aide occidentale apportée à l'Ukraine, quel que soit le temps que ça prendra tout ce temps. Mais la Russie va atteindre ses objectifs. Ce qui veut dire, ce n'est pas une opération militaire de 2 mois ou 6 mois. Ça peut aller même au-delà d'un an, de 2 ans. Mais il faudrait que la Russie montre aux Occidentaux que ce n'est pas comme ça en fait. Et que si la prochaine fois, les Occidentaux encore provoquent un autre pays frontalier de la Russie à vouloir faire truc, quand le combat va démarrer, il n'y aura pas de négociation si vite. Donc il faudrait que les Occidentaux comprennent que s'ils provoquent pour négocier là, c'est très difficile. Et qu'eux aussi, ils vont laisser leur peau dedans. C'est-à-dire ils vont financer, ils vont vider leur caisse. Et c'est ce que la Russie est en train de montrer. Mais aussi la Russie est en train de montrer aux Occidentaux que cette histoire de l'Ukraine là, c'est une question vitale. Une question existentielle. C'est-à-dire, si la Russie perd, c'est fini pour la Russie. C'est fini. Si la Russie perd, les Occidentaux vont jubiler et ils vont vouloir mettre en exécution tout ce qu'ils avaient dans leur tête. C'est-à-dire faire rentrer tous les pays autour de la Russie dans l'OTAN. Parce qu'ils seront convaincus que la Russie ne pourra plus rien faire. Et que si jamais la Russie veut intervenir dans ce pays pour faire truc, eux, ils vont apporter leur aide militaire, financière à ce pays pour battre la Russie. Donc voilà l'idéologie de la Russie. Ils se disent, si nous perdons, l'Occident encore va aller en Biélorussie pour imposer un dirigeant pro-européen qui va dire, bon, je vais rentrer dans l'OTAN, je vais rentrer dans l'Union européenne. Et si la Russie veut intervenir là-bas, ils vont les aider pour battre encore la Russie. Au Kazakhstan, en Arménie, donc, tout autour de la Russie, ils vont le faire parce qu'ils seront convaincus que donc, quel que soit les circonstances, eux, ils vont remporter la bataille. Donc la Russie, dans la pensée de l'homme russe, c'est inadmissible que les Occidentaux gagnent sur le terrain ukrainien. Puisque c'est 2 camps qui se battent. Camp occidental, camp russe. C'est inadmissible. Parce que si la Russie perd, la Russie va perdre ses alliés. Parce que la Chine compte vraiment beaucoup sur la Russie. Sur le plan militaire. Les Chinois, ils sont en avance militairement, mais ils ne sont pas encore arrivés au niveau de la Russie. Au niveau de la Russie, ils ne sont pas encore arrivés là. Hein? Ils ne sont pas encore arrivés là. Donc les Chinois, voilà pourquoi ils achètent des matériels militaires russes pour leur propre défense. Si vous remarquez bien.
Les Chinois, ils payent des avions russes et puis leurs avions qu'ils fabriquent là-bas, ce sont des copies des avions russes qu'ils font. C'est-à-dire les Sukhoi, tout ça, les MiG. Ce sont des photocopies que les Chinois ils produisent chez eux. Parce que cette technologie de pointe de l'aviation, les Chinois n'ont pas ça encore. Je tiens à vous rappeler que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le pays qui avait la meilleure aviation, il y avait l'Allemagne et après venait la Russie. C'est-à-dire l'Union soviétique avait la deuxième meilleure flotte de l'aviation du monde. Après l'aviation allemande, venait l'aviation de l'Union soviétique. Les gens ne savent pas. Ce n'était pas les Américains, c'était les Russes. Voilà pourquoi en Corée, quand il y avait la guerre, les Russes utilisaient les MiG que les Américains n'avaient jamais découvert. Ils ne savaient pas comment ces avions fonctionnaient. Et les MiG avaient détruit des milliers d'avions américains sur le champ de bataille coréen. Sur le champ de bataille coréen. Les MiG, c'était les MiG 21 ou les MiG quoi là, ils avaient fait leur preuve. C'était la première fois que les Américains découvraient c'est quoi les MiG. Parce que ça volait tellement très haut, c'était rapide. Ils ne comprenaient pas. Pour étudier cet avion, ils étaient obligés de corrompre un pilote soviétique pour fuir et aller atterrir au Japon. Il a atterri au Japon et ils ont pris cet appareil pour étudier ça, pour voir mais quel est cet appareil qui nous crée des problèmes, qui nous crée des ennuis et on n'arrive pas à l'abattre. Et c'est là-bas ils ont étudié pour la première fois l'avion qu'on appelle le MiG. C'est là ils ont connu les secrets du MiG. Voilà, donc ça beaucoup ne savent pas. Donc en matière d'aviation, les Russes, ce ne sont pas des petits. Hein. Les Russes, ils sont des meilleurs, ils sont aussi meilleurs parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Des années 1940, ils étaient deuxièmes. Après les Allemands, venaient les Russes, les Soviétiques, qui avaient les meilleurs avions. Voilà. C'est après les Américains sont arrivés et tout. C'est quand ils ont attrapé les cerveaux, les scientifiques allemands après la perte de la guerre mondiale. De la part des Allemands, ils ont attrapé les cerveaux, ils les ont amenés aux États-Unis. Et c'est ceux-là qui ont commencé à travailler pour les Américains, pour leur donner une meilleure technologie en matière d'aviation. Et c'est depuis ce jour que les Américains ont commencé à avoir les meilleurs avions. Mais ils font toujours concurrence avec la Russie. Remarquez, quand les Américains sortent leurs avions, ils ne regardent nulle part. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut concurrencer les États-Unis d'Amérique, si ce n'est que la Russie. Donc, en matière d'avion, les Russes, ils sont forts. Donc, comme les Chinois ne sont pas encore à la pointe de la technologie en matière d'aviation, ils prennent chez les Russes, les Indiens prennent chez les Russes, les Iraniens prennent chez les Russes, et il y a plusieurs pays aussi, l'Égypte prend aussi chez les Russes, et il y a, vers l'Asie aussi, il y a plusieurs pays, Vietnam, tous ces pays-là prennent aussi, et puis Philippines, ils achètent aussi des armes russes. Donc si la Russie perd, là, la Russie non seulement va perdre son marché d'armement, va perdre ses alliés, parce que ses alliés ne vont plus lui faire confiance. Ils vont dire, mais lui qui veut nous défendre face aux Occidentaux, lui-même, il a été confronté à une situation et il a perdu face à eux. Maintenant, nous les autres là, comment il peut nous protéger? Si c'est le cas, vaut mieux de s'allier aux Occidentaux en même temps que de s'allier à la Russie qui va de toutes les façons perdre. Donc voilà la question qui se vit au sein de l'état-major russe. Donc c'est inadmissible que la Russie perde. Il faut faire mordre la poussière à l'Occident sur le territoire ukrainien, battre l'Occident sur le territoire ukrainien pour leur montrer que plus jamais ils vont encore venir titiller l'os aux Russes et que la Russie ne peut jamais une confrontation entre l'Occident et la Russie. Et que la victoire revient toujours à la Russie. Et donc c'est clair, l'Occident, tôt ou tard, l'Occident va perdre. La preuve en est que la Russie avance à une vitesse grandiose. Ça pleure. Les Ukrainiens pleurent, beaucoup désertent. Les militaires ukrainiens, là. Vous savez, avant-hier, ils ont fait 500 prisonniers. 500 militaires ukrainiens ont été arrêtés. Là, ils ont déserté, ils se sont rendus aux Russes, aux forces russes. Mais ça, les médias occidentaux ne vont pas vous montrer ça. Je ne parle pas de trucs Mariupol. Mariupol, c'était 2430 soldats. Mais je vous parle d'avant-hier.
les Russes ont attrapé 500 militaires ukrainiens qui à un moment donné, ils étaient encerclés, ils ont rendu les armes, ils ont dit non, on veut plus, on veut pas mourir. Prenez-nous en même temps, nous voilà. Faites ce que vous voulez de nous. Ils les ont pris, ils ont dit bon, comme vous vous êtes rendus, on va voir votre cas. Ils les ont amenés dans les territoires contrôlés par les séparatistes russes. Donc voilà. Et à chaque, vous comprenez, même à Severodonetsk, cette ville qui est déjà encerclée parce que les gens ne peuvent plus sortir de la ville, il y a au moins 8 000 à 12 000 militaires. Et ceux qui sont là-bas, ce sont les meilleurs. Les troupes ukrainiennes, les meilleurs soldats, les meilleurs qui ont combattu depuis 2014. C'est les meilleurs troupes qui sont là-bas. Mais ces troupes-là, ils sont déjà encerclés. Maintenant, le reste de l'Ukraine, ça, ce sont des plaisantins de second rang. Mais imaginons ces 12 000 à 8 000 militaires. Tôt ou tard, là, peut-être aussi beaucoup sont morts, il y aura 2 000 morts. Mais un grand nombre va se rendre. C'est-à-dire, peut-être 5 000 vont se rendre là-bas. À un moment donné, ils vont se rendre. Ils vont dire on ne peut plus tenir. Mais la Russie va encore les attraper pour les amener en Russie. Et ils vont être au nombre de combien de militaires ukrainiens qui seront arrêtés. Mais quand les gens ils vont voir ça, c'est les autres militaires ukrainiens, ils vont voir ça, ils vont dire mais notre président même, il nous demande de lutter, mais à chaque fois on lutte, on nous attrape. On ne sait pas, les premiers qui sont partis, ils ne sont jamais revenus. Nous aussi, ils vont nous... Non, Atia, moi je ne vais plus combattre. Chacun va jeter sa calache, il va commencer à fuir. Ou bien eux tous, vous allez comprendre, ils vont essayer de s'attendre à les Russes pour dire, bon, nous on veut se rendre, on ne veut plus combattre, mais en retour, s'il vous plaît, ne nous faites pas du mal, on veut une garantie. La Russie va dire, non, on va bien vous traiter comme des bons prisonniers, vous allez bien manger avec des lits doux et moelleux. Voilà, on va bien vous loger dans des hôtels en 4 étoiles à Moscou. Ne craignez rien. Donc voilà, il y a eu 500 soldats ukrainiens qui ont été arrêtés avant et hier nuit. Voilà, donc à chaque fois que les jours passent, ce n'est pas bon pour les Ukrainiens. Voilà pourquoi le président ukrainien, il est en train de critiquer les Occidentaux. Il dit l'OTAN ne vaut rien, l'OTAN ne fait rien. J'ai l'impression que c'est une organisation mafieuse et tout. Lui-même, il a oublié, ou bien il oublie ce que l'OTAN fait pour lui. Les armes qu'on lui donne, les renseignements, les drones, tout ça qu'on lui donne, là, il a oublié ça parce que au niveau de l'Est, là, la situation dépasse maintenant l'Ukraine même. L'Ukraine, ce n'est plus une question d'Ukraine. Ce n'est plus une question de l'Ukraine, c'est une question de l'Occident et de la Russie. Et l'Occident perd du terrain. Donc, ils ne savent plus quoi faire. Parce que les Occidentaux ont mené leurs meilleurs armements en Ukraine. Ça n'a rien apporté. C'est quelles armes ils n'ont pas amené là-bas? Leurs meilleurs armements terrestres, ils ont tout amené en Ukraine. Leurs meilleurs drones, les drones fugitifs, soi-disant, ils ont tout amené là-bas. Ça n'a rien donné. Les Russes ont dézingué ces drones, soi-disant fugitifs. Bayraktar, TB3 quitte ici, TB2 quitte ici. Des trucs. Donc, tout ça, ils ont apporté tout ce qui est meilleur drone de l'OTAN, ça n'a rien donné. Ce n'est pas les gros drones américains là qui vont aller sur le territoire ukrainien pour mener des frappes. Si les petits drones qui sont conçus spécialement pour échapper au radar, ces petits drones n'arrivent pas à échapper les radars, ce ne sont pas les gros drones qui sont balèzes en l'air là-bas qui vont échapper au radar russe. Mais non, c'est impossible. Et vous savez, les Américains, il n'y a pas longtemps, ils ont dit non, on a livré des avions aux Ukrainiens. Mais les avions sont où? Ces avions-là sont passés par où? Ce que les gens ne vous disent pas, c'est que même dans l'espace aérien ukrainien, dès qu'un avion ukrainien se lève, il est abattu aussitôt. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, les Russes ils ne donnent même plus le temps. Auparavant, oui, les avions ukrainiens menaient des frappes dans les zones de combat et tout. Mais qu'est-ce que la Russie a fait? Elle a décidé d'approcher les systèmes S-400 qui font au moins 400-500 km de rayon, de couverture. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire la couverture de ces missiles, ce ne sont pas des missiles qui sont conçus pour frapper les drones. Ce sont des missiles qui sont conçus pour frapper des missiles balistiques ainsi que des avions. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces S-400 et les S-300 sont conçus pour intercepter, par exemple, les missiles de croisière, des missiles balistiques, ainsi que des avions. Donc, les Russes les ont déployés à la frontière russe pour couvrir le champ de bataille. Donc, dès qu'un avion ukrainien se lève dans l'espace aérien ukrainien, attire S-400 dégaine. Ça tombe en même temps, pilote, tout le monde est carbonisé. Donc les Ukrainiens, ils n'arrivent même plus à faire voler leurs avions. Le peu qui leur reste, ils n'arrivent même plus à... Dès que l'avion se lève, il est abattu aussitôt. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas d'où les missiles viennent, mais les missiles viennent du territoire russe pour les abattre. Donc ce ne sont pas les avions de l'OTAN qui vont se permettre de rentrer sur le territoire ukrainien pour mener des actions dans les zones de combat. Ça va être abattu automatiquement dès lors que ça va franchir la frontière, arriver dans l'espace aérien ukrainien, mais la Russie va les faire couler. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'OTAN va donner encore comme matériel pour combattre? Ils ont déjà donné les chars de guerre, les meilleurs chars de l'OTAN, chars Abrams. Les Allemands ont donné des chars de guerre. Ils ont dit les meilleurs chars allemands vont rentrer en action. Les meilleurs chars américains, Abrams, ils arrivent. Les missiles Stinger, ils ont tout donné à tir. Ça n'a rien apporté. Les Français, les armes César, ces missiles, ces obusiers à longue portée qui font au moins 40 à 45 km. Ça va changer la donne. C'est arrivé là-bas, c'est arrivé où? À part ça, la César, la France a quel armement encore qui peut effrayer? À part canon César, là, quel armement la France possède? À part ça, là, ce sont les trucs, les Dassault d'avion, c'est-à-dire les Rafales. Là-bas, la Rafale ne peut pas aller là-bas. Si Rafale va là-bas, là, ça ne va pas atteindre ses objectifs. Les Rafales seront abattus dans l'espace aérien ukrainien. Donc, les Américains, ils sont dépassés. Quel armement ils peuvent envoyer? Les lance-missiles multiples, c'est ça seulement qui reste maintenant aux Américains sur le plan terrestre. Pour dire, bon, on va donner ça au truc. Mais, vous ne savez pas. Hier, j'ai regardé un journal. Un journal, c'est un journal, un truc... allemand, mais c'était traduit. Ils ont dit, entre les membres de l'OTAN, ils ont signé un accord pour ne pas franchir les lignes rouges que la Russie a tracées. Parce qu'ils ont compris que Poutine leur a fait comprendre que si jamais ils donnent des lance-roquettes multiples, c'est-à-dire comme les missiles Grad, Smash, Ouragan ou bien Thor, l'équivalent des trucs... De ce que les Américains ont aussi. S'ils donnent ça à l'Ukraine et que l'Ukraine utilise ses armes pour frapper le territoire russe, la Russie va attaquer les pays membres de l'OTAN. Donc il y a eu une lettre officieuse qui a été envoyée aux pays membres de l'OTAN pour leur faire comprendre que si vous donnez ces armes, vous supportez l'Ukraine dans le truc, mais si vous donnez ces armes et que l'Ukraine touche le territoire russe avec ses armes, la Russie frappera le territoire truc, comment on appelle ça, membre de l'OTAN, et ça va se déclencher à une guerre nucléaire. Donc dans les médias russes, ils sont prêts même à une guerre nucléaire totale. Donc l'accord qui a été signé, ça fait que les Ukrainiens, ils demandent aux Américains, on veut lancer missiles multiples. L'Amérique dit non, on ne vous donne pas. Parce que les Américains, ils ne sont pas fous. Ils sont zélés. Mais à un moment donné, ils connaissent aussi leurs limites. Ils savent que franchir ce pas-là, Poutine leur a déjà envoyé des messages officieux pour dire vous aidez, mais il y a des lignes rouges que vous ne devez pas dépasser. Si vous dépassez, ça va dégénérer en une guerre totale entre l'OTAN et la Russie. Et donc, ils se limitent sur ça. Ils comprennent les règles. On dit qu'ils sont fous, mais ils ne sont pas fous jusqu'à ce point. Donc, ils comprennent, ils ne sont pas malades. Ils savent où aller, ils savent où s'arrêter. Maintenant, le jour où ils vont franchir ce pas, c'est ce jour-là, ça va dégénérer.
Le jour où ils vont franchir ce pas, c'est ce jour-là, ça va dégénérer. Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, Lugansk, l'oblast de Lugansk, quand on dit l'oblast, ça veut dire la région. Voilà, la région. C'est eux, ils appellent ça oblast. Donc, quand vous attendez oblast, c'est la région. C'est comme si en Côte d'Ivoire, on dit la région du sud du Bandama, la région des trucs, des lagunes, la région des trucs, des montagnes. Voilà, c'est la région. En fait, quand tu occupes un territoire, quand on dit ils ont occupé la ville et ses oblasts, ça veut dire la ville et la région, en fait, toute la région. Et donc, dans une région, il y a plusieurs villes. Mais dans chaque région, il y a un chef-lieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le chef-lieu qu'ils mettent en avant. Mais cela ne veut pas dire qu'en dehors du chef-lieu, il n'y a pas d'autres grandes villes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Par exemple, l'oblast des trucs de Mariupol, il y a Melitopol, il y a plusieurs trucs, villes. Hein. Donc, quand on dit Mariupol, ce n'est pas parce que c'est la ville unique de Mariupol ils ont pris. En dehors de Mariupol, ils ont pris plusieurs villes aux alentours de Mariupol. Mais comme c'est Mariupol qui est chef-lieu de cette région, on parle plus de Mariupol. Quand on parle de Kherson, ce n'est pas parce que c'est Kherson, la ville de Kherson seulement ils ont pris. Ils ont pris plusieurs villes et villages aux alentours de Kherson. Mais Kherson est le chef-lieu de la région. Quand on parle de Severodonetsk, Donetsk, qui est entouré en ce moment, ce n'est pas seulement la seule ville. Les Russes sont en train de s'accaparer des villes aux alentours de cette grande ville, afin de pénétrer cette ville qui se dit chef-lieu de la région. Donc, voici ce qui se passe. C'est comme la Crimée. Quand on parle de Crimée. Mais Crimée, là, il y a Sébastopol. Il y a plusieurs villes au sein de la Crimée. La Crimée, là, c'est pas seulement Crimée, oui. La région, on dit Crimée. Mais en dehors de la Crimée, il y a plusieurs villes qui composent la Crimée. Et donc, la Crimée, c'est aussi un grand endroit. Donc, voici. Voilà. Amani a tombé, il a compris. Il dit, c'est comme Boaké. Et aux alentours de Boaké, il y a Sakassou, il y a Tiebissou, il y a... Voilà. C'est comme Abidjan. Abidjan, là. Aux alentours d'Abidjan, il y a truc... comment on appelle ça aux alentours d'Abidjan. Il y a des villes qui sont aux alentours d'Abidjan. Hein? Et donc, on prend non seulement les villes qui sont aux alentours d'Abidjan, et on prend Abidjan lui-même. C'est comme ça on dit oblast. C'est pas seulement quand on dit Abidjan est pris, on épargne les autres villes et on prend... Non. Quand on prend Abidjan, on prend les villes qui sont aux alentours d'Abidjan. C'est comme ça que ça se passe là-bas sur le terrain. Donc l'Ukraine est en train de perdre des milliers de villes. Et puis eux-mêmes, ils sont convaincus que l'Est va être perdu. Mais ils se disent, bon, la Russie va s'arrêter à l'Est. Mais c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. La Russie ne s'arrêtera pas à l'Est. Je vous donne au moins 2 mois. 2 mois d'offensive. La Russie va occuper tout l'Est du pays. Maintenant, après avoir fini d'occuper l'Est, la Russie ne va pas s'arrêter là. Hein. Poutine va continuer. Parce qu'au-delà, les gens, la Russie n'a pas la capacité. Non. Si la Russie a la capacité de maîtriser l'Est du pays, prendre des villes comme bon lui semble en ce moment-là, ce n'est pas Odessa qui va empêcher la Russie. Et de l'autre côté de la frontière, il y a aussi des troupes russes, partie Transnistrie. Mais les troupes russes sont là-bas. Et puis, le plus gros, comment on appelle ça même? La plus grande cargaison d'armes en Europe se trouve dans cette petite bande appelée Transnistrie. La Russie a mis un dépôt d'armes pas possible. 20 000 tonnes d'armes. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas dit 20 tonnes, 20 000 tonnes d'armes dans cette petite partie-là. Au cas où cette petite partie est attaquée, pour que ça puisse résister, pour ne pas que les armes leur manquent. Donc, c'est cette petite la bande que vous voyez là, c'est armé jusqu'aux dents. C'est armé que même les États africains. 20 000 tonnes d'armes dans cette petite partie. Donc, ça veut dire, si quelqu'un attaque la partie là, les gens qui sont là-bas, ils sont capables de se défendre, même sans avoir l'aide de la Russie. Ils vont se défendre parce qu'ils ont les armes qui sont à leur disposition. 20 000. Donc, ils sont capables de se défendre pendant des mois et des mois.
même si vous les entourez, ils sont capables de se défendre, puisqu'ils ont un gros dépôt d'armes, le plus important de l'Europe. 20 000 tonnes. Et tout le monde le sait. Voilà pourquoi Moldavie même. Sinon, vous pensez que de la manière la Russie est un truc, il y a longtemps, les Ukrainiens allaient attaquer là-bas, cette partie-là. Pourquoi les Ukrainiens ne lancent pas d'offensive? Ils ont voulu lancer l'offensive, mais les conseillers occidentaux leur ont fait comprendre que la petite partie là, faites attention parce que le plus gros dépôt d'armes en Europe se trouve là, 20 000 tonnes. Et donc, si vous les provoquez, ça sera difficile de les prendre. Et vous allez ouvrir notre front, ça va fatiguer les troupes ukrainiennes. Donc, du coup, ils ont tenté, mais ils ont compris vite que non. Même si c'est petit, mais ça frappe mal. Il faut laisser tomber, il ne faut même pas un truc titiller ceux-là. Donc, ils ont toutes sortes d'armes. Ils ont un aéroport là-bas. Hein. Ils ont un aéroport, donc ils ont leurs avions et tout. Ah oui, ils ont leurs avions. Donc, depuis là-bas, ils peuvent décoller des avions pour frapper. Depuis là-bas, ils peuvent lancer des trucs, des missiles grades, des trucs smash, ouragan et tout ça. Ah oui, ils ont tout ça. Donc, c'est une petite partie qu'on appelle Transnistrie, mais qui est hyper armée. C'est armé même. Est-ce que les armes que la Côte d'Ivoire a même là, ça vaut même. On dit 20 000 tonnes d'armes. 1000 tonnes, jusqu'à 20 000. Ça est là. C'est comme Stalingrad. Cette poche de la Russie qui se trouve entre la Pologne, la Lituanie et puis la Suède. Cette petite partie-là, c'est petit, hein? Mais c'est armé jusqu'aux dents. Parce que la Russie a compris. Les petites parties que la Russie dont dispose la Russie, qui sont éloignées de la Fédération de Russie, qu'est-ce que la Russie fait? La Russie les arme jusqu'aux dents au cas où ces parties sont attaquées. Elles puissent se défendre jusqu'à ce que l'aide vienne de Moscou pour les soutenir en fait. Donc là-bas, il y a des armes nucléaires qui sont positionnées là-bas. Donc l'Occident va beau faire, mais l'Occident ne peut jamais attaquer là. Parce que si l'Occident attaque cette petite partie qu'on appelle Stalingrad, qui se trouve entre la Suède, la Lituanie et la Pologne, les missiles nucléaires ne vont pas quitter à Moscou, mais ça va quitter dans cette enclave de Kaliningrad pour frapper déjà l'Occident. Donc c'est une petite enclave qui appartient à la Russie, mais qui est armée jusqu'aux dents. Et puis eux-mêmes, ils fabriquent des armes là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont creusé des souterrains, des bunkers. Cette petite partie, il y a des milliers de bunkers qui sont là-bas. Il y a des milliers de trucs, cargaisons d'armes remplis là-dedans. Du coup, avec cette petite partie, même les Allemands, ils avaient échoué de prendre cette partie. Hein. Ils ont fait un truc, c'est-à-dire ils avaient entouré la partie, mais ils n'ont pas pu prendre ça. Ils ont lutté jusqu'à ils n'ont pas pu prendre. Stalingrad, ils n'ont pas pu prendre. Mais il faudrait que les gens le sachent. Le Donbass, quand on dit Donbass, il y a deux régions. Il y a la région de Donetsk et la région de Lugansk. Donc c'est comme si en Côte d'Ivoire on dit la région du sud du Bandama et la région des lagunes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire les deux régions ensemble on appelle ça le Donbass. Donc le Don, c'est le nom d'un fleuve. Voilà. Donc ils appellent ça le Donbass. Donc ces deux régions-là, ce sont pas des petites régions. Hein. Là-bas, une région ça vaut plusieurs trucs. Ça vaut plusieurs villes. Hein, plusieurs régions ivoiriennes. Hein. Une seule région, c'est comme plusieurs régions en Côte d'Ivoire. Et puis leurs villes, ce sont des villes qui sont vastes. C'est grand comme ça. Et puis il y a des bunkers partout. Même les gares ferroviaires et tout ça, où les trains passent. Ils ont construit ces gares-là de telle sorte qu'il y a encore des bunkers dans les gares. Donc, pour déloger ces gens-là, c'est difficile à dire. Dès qu'ils courent, ils rentrent au sous-sol, comme des rats. Et puis ils sont terrés là-bas, ils sont cachés là-bas, ils ne veulent pas sortir. C'était des gars au temps de l'Union soviétique. Parce qu'il y avait cette guerre froide. Donc ils se sont dit, au cas où il y a une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique,
pour permettre à la population de se mettre à l'abri, c'est-à-dire rentrer dans les sous-sols des gares ou dans les sous-sols des trucs, des usines. Donc même avec les usines, ils ont creusé encore des sous-sols, des bunkers sous les usines. Donc ce sont des villes qui sont bunkerisées, fatiguées. Ce sont des villes où il y a assez d'usines et aussi des bunkers. Donc une bataille, mener une bataille dans ces genres de villes, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils font des bunkers de trucs 8 km². Est-ce que vous comprenez? Mariupol, c'était 10 km. 10, je ne sais pas combien de kilomètres carrés. L'usine d'Azov, là, ça faisait un périmètre, je ne sais pas si c'est 25 km² ou 30 km². Vous comprenez? Et ce nombre de kilomètres, c'est comme une grande ville sous terre. Et les gens sont là-bas. Vous avez vu ceux qui sont quittés là-bas dans le bunker? 2400 quelque chose de personnes. Vous imaginez? Ce n'est pas les petits bunkers de trucs d'Abidjan, de la résidence de Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas prendre au moins 300 personnes. Hein, la résidence de Côte d'Ivoire où Babo était et puis les gens le bombardaient là. On ne parle pas de ces petits bunkers, ça ce n'est rien. On vous parle des bunkers de 6 sous-sols. Premier étage dans le bunker, deuxième, 3, 4, 5, 6. Même quand ils mettent une grosse bombe, ça tape douille. Ça ne peut pas les toucher. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils étaient au 3e sous-sol. Donc, tu tapes, ça fait douille, ça s'explose au-dessus, mais ça ne les touche pas. Et c'est comme ça. Pour que ça les touche, là, il faudrait qu'eux-mêmes, ils sortent des trous pour les toucher. S'ils sont terrés sous la terre, tu ne peux pas les toucher. Donc, voilà. Donc, le Donbass n'a pas été totalement libéré. C'est Lugansk, c'est-à-dire la région de Lugansk, qui est sous les feux en ce moment des Russes. Donc, la dernière ville qui reste pour que la région de Lugansk soit libre totalement, c'est Severodonetsk, Donetsk. Et cette ville, en ce moment, c'est-à-dire l'oblast de cette ville, les petites villes qui sont à côté là, sont déjà entourées. La Russie, les forces russes entourent déjà ces petites villes. Les forces russes ont déjà pénétré certaines petites villes qui sont collées à la grande ville qui est Severodonetsk, Donetsk. C'est le chef-lieu de la région de Lugansk. Est-ce que vous comprenez? C'est le chef-lieu. Donc, Severodonetsk, Donetsk est le chef-lieu de la région de Lugansk. Donc, cette ville-là, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a déjà des combats à l'intérieur. Des combats qui se passent. Les combats ont eu lieu ce matin. Il y a un groupe militaire russe qui s'est infiltré à l'intérieur de la ville. Et donc, ils sont là à se battre en ce moment. Pendant qu'ils se battent dans la ville, il y a d'autres qui sont là à se battre aux alentours des villes qui sont autour de cette grande ville qui est le chef-lieu. Et donc, la situation est incontrôlable. Et aucun renfort ne peut encore quitter ailleurs pour venir aider les Ukrainiens en ce moment. C'est-à-dire la ville est verrouillée et les environs des petites villes qui sont aux alentours sont aussi verrouillés. Et donc, il n'y a plus d'aide militaire qui quitte maintenant ailleurs. Ceux qui sont dans la ville, ils ne peuvent plus sortir de la ville. Ils sont bloqués. D'autres commencent à courir, ils rentrent maintenant sous terre, dans les usines. C'est comme Azovstal, les usines là. Mais pour Severodonetsk, Donetsk, ça se tend sur 8 km. 8 km, ce n'est pas petit, hein, c'est grand. Hein. 8 km, 1 km, 2 8, une superficie, usine, sous terre. Voilà, donc c'est comme ça. Ben, on va voir. Mais cette usine aussi, c'est dangereux. Parce qu'il y a des produits chimiques qu'ils fabriquent là-bas. C'est-à-dire ces produits-là, vous avez vu au Liban, le produit qui avait explosé au port du Liban. Là. Voilà, c'est ça qui est fabriqué là-bas. Et ce produit-là, on prend ça, on fabrique des bombes, on prend ça, on fait de l'engrais pour des plantes et tout ça. Donc, c'est ça qui est fabriqué là-bas. Si jamais la Russie, là, une bombe ou un missile frappe, là où se trouvent ces produits-là, ça va faire une grande explosion douille. Et les civils qui sont dans ce truc, dans cette truc usine, ça risque de les tuer. Et donc, ça va être très difficile pour les Russes de déloger ces bandits, hein, les militaires qui sont là-bas, parce qu'eux, ils vont se fondre parmi les civils, hein, qui est Gaou. Donc, ils vont dire aux civils, mettons-nous ici, on va se cacher.
Maintenant, il y a des produits, trucs. Si une bombe tombe sur ça, ça va créer une très grande explosion et la fumée risque de s'étendre sur le territoire russe. Il y a des produits toxiques et tout ça. Et ça va tuer un grand nombre de trucs, de civils, des enfants, des femmes et des non-combattants, des vieux, ainsi que des combattants. Donc, du coup, ça va être très difficile aussi pour les Russes. Ce que les Russes vont faire, ils vont frapper aux alentours jusqu'à arriver là où il y a l'usine. Ils vont mettre un blocus. Voilà, ils ne vont pas lancer un assaut sur l'usine, ils vont mettre un blocus. Ce qui va faire encore durer encore cette histoire de la prise de la ville en question. Parce que pour les déloger là, il faudrait que leur nourriture finisse. S'ils n'ont plus de nourriture, c'est là qu'ils vont sortir. Mais pour dire qu'ils vont les combattre dans l'usine même, ça risque de créer assez de morts, des explosions inutiles. Donc voici encore, ça va encore mettre du temps, peut-être 2 à 3 mois, pour prendre la ville. Parce que tout simplement, ils vont pénétrer la ville, ils vont libérer toute la ville. Mais cette histoire de 8 km là, où il y a l'usine, ils ne vont pas libérer là tout de suite. Donc l'Ukraine est construite comme ça. Voilà pourquoi aussi il y a des difficultés au niveau de la Russie de libérer les villes vite. Puisqu'il y a assez de bunkers, tout est rempli de bunkers. Non, là-bas n'est pas comme Azovstal, puisque l'usine se trouve au milieu même de la ville. Azovstal, ça se trouvait au bord de l'eau, de la mer d'Azov, c'est-à-dire au bout de la ville. Là-bas, l'usine se trouve au centre même de la ville. Donc, ils vont libérer tout autour. Mais pour pénétrer aussi la ville, puisque cette usine fabrique des produits chimiques, vous ne les connaissez pas. Ils sont capables même d'exposer les produits chimiques là pour empêcher les Russes de frapper. Ah oui, attends, mais qui est Gaou? Ils sont capables de mettre les sacs de ces produits chimiques là, exposer ça. Et puis ils vont dire, ah, si vous laguez une bombe, il y a des civils. Donc, juste pour attirer l'attention du monde entier, pour dire, ah, les Russes bombardent des civils. Donc, ils sont capables de le faire. Et cela va leur permettre de résister. Et puis ils vont dire, ah, c'est nos vaillants résistants. C'est nos vaillants combattants. Ben, c'est clair, ils vont le faire. Si c'est toi, tu ne vas pas le faire. Si c'est moi, c'est ce que je vais faire. Je mets les trucs et puis je m'en vais me cacher au sous-sol. Et je prends le micro, je parle. Je dis, ah, si vous laguez tant, vous allez exploser le monde entier. Voilà. Bon, la superficie du Donbass, c'est grand. C'est-à-dire, si on prend la Crimée, on prend Kherson, on prend tout le Donbass, ça fait le territoire, c'est-à-dire tout l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez? L'Angleterre, le Royaume-Uni, là, que vous voyez l'Angleterre, là, les Anglais. Si on prend la Crimée, Kherson, Mariupol, ça fait partie de la région de Donetsk. C'est une ville de la région de Donetsk. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Mariupol, ça fait partie de la région de Donetsk. Mais c'est une ville qui fait 176 km². Est-ce que vous comprenez? Une seule ville, ça fait 176 km². Donc c'est une ville qui est très grande, qui était au bord de la mer. Mais ça fait partie d'une seule région. Et dans cette région, il y a plusieurs autres villes qui n'ont pas encore été libérées. Ici en Europe, quand on dit une région, c'est pas petit, hein? Il y a des milliers de villes et ces villes sont vastes. C'est grand comme ça. Donc, avant de prendre une ville, c'est comme si tu prenais toute une région en Côte d'Ivoire en fait. Une ville, c'est comme une grande région de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est grand. C'est comme si la ville de Mariupol quittait Tiasalé d'Ivo. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Tiasalé jusqu'à la ville de Divo, là, ça fait une seule ville, ça faisait la ville de Mariupol. Vous voyez comment la ville était grande. Donc de Tiasalé, quand tu es en voiture, de Tiasalé jusqu'à Divo, là, ça fait une seule ville de Mariupol. Donc, et dans cette ville-là, il y a des souterrains, des bunkers, des trucs. Et ce n'était pas facile pour les Russes pour libérer ça. Mais il faut avoir une force de frappe pour libérer une telle ville qui est assise sur des trucs, des grosses barres de fer, des trucs, des sous-sols. C'était pas facile. Il y avait des ports, des navires de guerre, tout ça là. Il fallait libérer ça. Donc les Russes ont réussi à libérer ça. Donc il y a une petite partie, il y a 50% de la région de Donetsk qui est libre en ce moment où je vous parle.
il y a 98% de la région de Lugansk qui est libérée. Les 2% qui restent là, c'est là que la bataille se passe en ce moment. Et donc d'ici, ils vont dire le 20, peut-être d'ici, ils vont dire le 10 du mois prochain, c'est-à-dire il va rester maintenant 1%, puisque les autres villes vont tomber, et il va rester seulement la ville de Severodonetsk. Mais l'offensive russe ne se limite pas là en ce moment où je vous parle. Parce que les gens, ils parlent seulement de Severodonetsk, cette ville, qui sera l'objectif final de Poutine. Non, l'offensive ne se passe pas là-bas seulement. Pendant que je vous parle ici, il y a des offensives sur l'autre région de Donetsk. L'offensive dans d'autres villes de la région de Donetsk, il y a des offensives qui se passent là-bas en ce moment. Il y a eu aussi des frappes sur Kharkiv, où on disait que les Ukrainiens ont libéré. J'ai appris que les Russes rassemblent des forces pour lancer une offensive de grande envergure sur Kharkiv en ce moment. Donc, les Russes s'étaient retirés tactiquement, mais ils n'ont pas renoncé à ça. Ah oui, Kharkiv est dans leur vision, dans leur viseur. Donc, j'ai appris que Poutine, son armée, est en train de se rassembler pour lancer aussi une attaque de grande envergure sur Kharkiv, de la manière ces offensives se passent dans la région de Lugansk et de Donetsk. Kharkiv aussi, c'est une autre région à part. C'est aussi une autre région qui fait partie de la région d'Izoum. Donc la Russie a déjà pris certaines parties de la région de Kharkiv. Donc Izoum faisait partie. La Russie a déjà récupéré certaines villes. Maintenant, si elle lance une offensive de grande envergure sur Kharkiv, donc Kharkiv et Kiev là, c'est pas loin. Est-ce que vous comprenez? Donc si la Russie fait tomber Kharkiv, mais ils vont avoir Kiev dans leur vision. D'où les Ukrainiens ne veulent même pas que Kharkiv tombe. Parce que si la Russie réussit à prendre Kharkiv, Kiev est dans leur narine. Kiev n'est plus loin. Donc, s'ils prennent le Kharkiv, étant Kharkiv et dans le bras de Kharkiv, ils peuvent frapper la ville de Kiev. C'est-à-dire, leurs artilleries peuvent frapper Kiev. Donc, du coup, les Ukrainiens défendent Kharkiv parce qu'ils savent que si ça tombe, les Russes peuvent mettre en mal la ville de Kiev ou leur offensive peuvent se diriger vers Kiev. D'où cette situation géographique qui est très très stratégique où Kharkiv se trouve, parce que c'est la voie à partir de Kharkiv qui va directement à Kiev. Donc il y a une très grande voie. Il n'y a pas de l'eau qui va empêcher les Russes. Voilà. Donc il n'y a pas de pont qui empêcherait les Russes d'arriver à Kiev. D'où le problème de où Kharkiv est placé, c'est très très stratégique, c'est très important. Donc voilà un peu. Non. La Russie se retirait pour mieux organiser sa stratégie. Voilà. Et elle se retirait pour mieux organiser sa stratégie. Les gens disaient que non, l'Ukraine prend du terrain, c'est du n'importe quoi. Vers Kiev, ce n'est pas l'Ukraine qui a chassé les Russes, ce sont les Russes qui se sont retirés eux-mêmes. Après la discussion à Ankara, c'est-à-dire en Turquie, où Kiev a dit, voyez, le président Zelensky il voulait un accord entre la Russie et l'Ukraine. Donc il a dit, Kiev est menacé. Donc pour qu'il y ait un accord, il faudrait que les Russes se retirent aux environs de Kiev. Comme ça, il doit y avoir un accord entre la Russie et l'Ukraine qui stimule que les régions de Donetsk, et ils vont reconnaître la Crimée comme étant une partie de la Russie, le Donetsk. Et tout ça, ça va avoir une indépendance, mais ça va appartenir à l'Ukraine. L'Ukraine ne va pas adhérer au sein de l'OTAN. L'Ukraine ne va plus appartenir à l'Union européenne. Donc, ils ont dit ça. Poutine a dit, ok, si c'est le cas, je donne l'ordre à mes forces militaires de quitter les environs de Kiev. Donc, pour ne pas que la capitale ukrainienne se sente menacée. Donc, il a demandé aux forces militaires qui se trouvaient aux alentours de Kiev, où des tirs russes pouvaient quitter pour frapper la capitale, il leur a demandé de se retirer et de se mettre du côté de l'Est. Quand les Russes se sont retirés net, l'accord qui devait avoir lieu, les services de renseignement anglais, le MI6 et les services de renseignement ukrainiens ont joué un coup bouchard. Oh,
les Russes ont tué des gens, les Russes ont tué des gens. Oh, 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 pas d'accord. Eux, ils ont demandé à Zelensky, non, il ne faut pas signer l'accord. Est-ce que vous avez compris? Donc, ils ont dit, non, pas d'accord entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez libérer, on va vous aider à libérer toute l'Ukraine par les armes. Voilà le coup qui s'est joué. Et suite à ça, les discussions se sont arrêtées entre l'Ukraine et la Russie au nom à cause de Boucha et Irpin. Mais ce sont des services de renseignement étrangers en complicité avec d'autres services de renseignement ukrainiens qui ont joué ce coup pour éviter tout accord entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça a été une leçon vis-à-vis des Russes, parce que tous ceux qui avaient coopéré avec les Russes, dans ces villes-là, ont été exécutés et mis au bord de la route. Et ils ont accusé les forces russes d'avoir fait cela, d'avoir commis ces crimes. C'est ce qui a mis un terme fait aux négociations entre la Russie et l'Ukraine. Et suite à ça, ils ont fait comprendre à l'opinion internationale que non, l'Ukraine a libéré Kiev et ses environs. L'Ukraine a chassé l'armée russe. Vous comprenez de la manière ils renversent les informations. Après la libération de Kiev et ses environs, oui, ils ont trouvé un génocide que la Russie a commis et ceci, cela. Donc la Russie a dit, bon, comme c'est comme ça, à partir de maintenant, on ne va plus vous céder les autres régions en fait. Les autres villes qu'on occupe, on ne va plus céder ça. Parce qu'à chaque fois qu'on va céder, vous allez dire, oh, vous avez découvert des crimes. Vous avez découvert des crimes. Donc on ne va plus céder les autres régions. Voici ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi Zelensky demande, il dit non, un accord, il était prêt à renoncer à l'OTAN, à l'Union européenne pour devenir un pays neutre, mais il demande à la Russie de se retirer des régions conquises pour revenir aux frontières du 24 février 2022. La Russie a dit non, pas question. Parce qu'on vous a laissé de l'autre côté. On voulait être bien, faire des gestes de bonne volonté. Vous avez trouvé qu'on a commis des génocides. Maintenant, vous nous demandez encore de faire ça. Mais si on fait encore, vous allez dire encore qu'on a commis des génocides. Pas question, on ne se retire plus. Soit tu négocies où les armes vont parler, on va atteindre nos objectifs. Voilà où cette affaire est arrêtée maintenant. Voilà pourquoi la Russie ne veut plus reculer, ne veut plus faire quoi. Mais elle dit que ses objectifs vont être atteints soit par la voie diplomatique, soit par les armes. Donc on est sur ça, tiens, ce sont les armes qui crépissent en ce moment. Donc voici un peu l'historique des faits. Donc ne vous inquiétez pas, l'OTAN est en train de perdre la guerre. Et les Occidentaux se posent maintenant des questions. Est-ce qu'il faut encore aider les Ukrainiens? Parce qu'eux, ils voient que malgré tout ce qu'ils ont fait, non seulement ils dépensent de l'argent, ils vident leur réserve d'armes, ils donnent ça aux Ukrainiens, mais rien n'avance, les Russes avancent. À un moment donné, si ils continuent et que la Russie gagne, ça va être une honte pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, d'autres commencent à vouloir se désengager, à laisser l'Ukraine seule pour qu'ils puissent dire, bon, les Ukrainiens ont perdu ceci, cela, pour ne pas que le nom de l'OTAN se salisse en fait. Mais en réalité, on sait que l'OTAN est en train d'être battue sur le terrain militaire. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre, compris. On est ensemble. Ciao et bonne soirée à vous.